C'est un plaisir, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. Le rendez-vous du journal en français. Je vous rappelle que ce journal peut être également consulté sur notre compte YouTube de la télé Renaissance. Avant de commencer ce journal, le sommet des chefs d'État de l'EAC pourrait se tenir enfin à Arusha le 1er février 2019, comme annoncé par le président en exercice de cette communauté, Yoweri Kaguta Museveni, en même temps président de l'Ouganda. La Cour pénale internationale vient de décider de la mise à liberté de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, et Charles Bregoudé, après l'acquittement ce mardi par la même Cour. Et au Kenya, au moins 15 personnes sont mortes lors d'une attaque par les éléments El-Shabaab ce mardi. La police kenyane affirme avoir tué tous les assaillants qui faisaient partie de ce groupe d'assaillants qui ont mené ces attaques à l'hôtel d'Uzit. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, le sommet des chefs d'État de l'EAC vient d'être convoqué pour le 1er février 2019 à Arusha, en Tanzanie. La communauté de l'Afrique de l'Est avait pris la décision de reporter le 20e sommet à 2 reprises suite au boycott de Bujumbura, et cela pour favoriser une participation plus large des chefs d'État de la région. Bertrand Ngendakoulio nous en dit plus. Le premier ajournement du sommet avait été annoncé à la dernière minute le 30 novembre, alors que toutes les délégations, à l'exception du Burundi, étaient déjà présentées à Arusha. Pierre Nkurunziza, qui estimait avoir été prévenu trop tardivement de l'organisation du sommet, ce que plusieurs États membres ont contesté, avait choisi de boycotter la rencontre à l'issue d'un échange de courrier avec le chef d'État ougandais Yoweri Museveni, président en activité de l'EAC. Selon le traité de la communauté est-africaine, la présence de tous les chefs d'État ou de leurs représentants est requise pour qu'un sommet puisse se tenir. Alors que le 20e sommet des chefs d'État de l'EAC devait s'ouvrir le 30 novembre, les délégations présentes ont, face à l'absence d'une représentation burundaise, décidé à l'issue d'un vote par consensus de reporter la rencontre au 27 décembre 2018. Les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est devaient, entre autres sujets, aborder la question de la crise burundaise. Benjamin William Mkapa, ancien président de la Tanzanie et facilitateur du dialogue inter-burundais, était également présent à Arusha pour le sommet afin d'y présenter son rapport. Ce document présente le bilan de 3 ans d'une mission qui s'est soldée le 29 octobre dernier à l'issue du 5e round de négociations par un ultime échec. L'EAC devra donc, à l'issue de ce 20e sommet, statuer sur la suite à donner au dossier burundais, soit le reprendre directement en main, soit un abandon du dossier. Ce prochain sommet des États prévu le 1er février 2019 va également intervenir dans un contexte de forte tension entre plusieurs membres de l'EAC, dont le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Merci à Bertrand Ngendakoulio. C'est dommage que la Tanzanie voit des profits aux réfugiés burundais qui sont en Tanzanie au lieu de penser comment les aider à survivre ou comment les aider à rentrer dignement. Le président Magufuli l'a exprimé dernièrement lors de son discours. Il demande aux Tanzaniens de tirer profit de ces réfugiés. Jean Bosco Ndaikengulu, qui est ancien consul du Burundi dans la ville de Kigoma, en même temps, le président du parti KZFDD dit que ce n'est pas nouveau pour ce pays de vouloir profiter du chaos du Burundi. Je vous propose de le suivre. Comment peut-on expliquer le message de John Pombe Magufuli, président actuel tanzanien? Naturellement, vous savez, les chefs d'État des pays anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques que les chefs d'État des pays francophones. Souvent, ils y vont directement. Mais au niveau de l'activité tanzanienne, ils ont un langage un peu plus indirect. Ils n'aiment pas dire directement ce qu'ils pensent. Le président Magufuli, en disant que les Tanzaniens doivent profiter de la présence massive des réfugiés qui fuient les pays dans la sous-région. Bien sûr, là, il parle du Burundi principalement et de la RDC. Et c'est que, en fait, il a voulu envoyer un message à Nkurunziza disant, comme on a tenté de vous aider pour expliquer que les réfugiés doivent rentrer chez eux, jusqu'à même à engager nos propres forces, notre propre administration, et que toi, tu ne veux rien entendre. Maintenant, on t'explique que la Tanzanie n'a aucun intérêt, sauf
vous aider quand on dit que les réfugiés doivent rentrer. Au contraire, s'ils restent, et même s'ils pouvaient fuir massivement, nous les Tanzaniens nous gagnons parce que le HCR va débloquer des budgets pour acheter des vivres, des médicaments, et c'est la Tanzanie, c'est le gouvernement tanzanien qui en profite. Sinon, bien sûr, vous devez vous rappeler que depuis longtemps la Tanzanie, et c'est d'autres droits de profiter de la présence des réfugiés comme tout autre pays. Politique à présent, le parti IPRONA approche du pouvoir, tranquillise ses militants par rapport à la pétition qui a été lancée par une bonne partie de membres sur les malversations du secrétaire général de CTL de l'IPRONA de Ouagasore. Gaston Sindimou, vice-président du pays, affirmait que chaque fois qu'il y a des gens qui visent les intérêts personnels, ils ont passé toujours par l'IPRONA, mais en réalité, il rassure qu'il n'y a pas de problème. On l'écoute. Mais dans une famille, c'est tout à fait normal, ça arrive. Et le parti a traversé plusieurs crises, pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas une crise, c'est une tendance. Donc, nous sommes là pour ramener les uns les autres. Mais vous savez, dans l'histoire du pays, quand on veut déstabiliser le pays, chaque fois, on a passé à travers les problèmes. Donc, nous ne pouvons pas accepter. Nous avons résisté depuis 2010 jusqu'à présent. Soyez sûrs, les Badasigana sont sur le terrain et nous allons trouver comment arrondir les angles. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fait à l'IPRONA. Actualité à l'étranger, 15 personnes sont déjà mortes dans une attaque menée par les El-Shabab dans un hôtel d'Izit qui se trouve à Nairobi au Kenya depuis mardi jusqu'au lever de ce matin de mercredi. La police kenyane affirme que ceux qui ont mené cette attaque ont été tous éliminés. Le point avec Rodrigue Dekoumane. Une source à la morgue a indiqué que 15 dépouilles ont été enregistrées dans une attaque des El-Shabab au 14e Riverside Drive dans le quartier de Westland à Nairobi au Kenya depuis mardi jusqu'au lever du jour ce mercredi. Ces 15 personnes qui ont été tuées, 11 sont des Kenyanes, une Américaine, une Britannique et des personnes dont la nationalité n'a pas été établie dans l'immédiat. Dans le quartier de Westland à Nairobi, l'attaque visait le complexe hôtelier D-Site. Une violente explosion a procédé de tirs dans ce quartier IP de la capitale regroupant l'hôtel en question, mais aussi des bureaux. Jusqu'à maintenant, les forces de sécurité kenyanes disent avoir mis un terme ce mercredi matin et tous les terroristes ont été éliminés. Cela faisait 5 ans que Nairobi n'avait pas été touché par une attaque terroriste. Mais nous vous rappelons que ce n'est pas la première fois que le Kenya est visé par les combattants somaliens. Depuis l'entrée de l'armée kenyane en Somalie en 2011 pour combattre les islamistes, le pays a été durement touché. En septembre 2013, un commando Shabab avait pris d'assaut le centre commercial de Westgate à Nairobi, faisant 67 morts. Et plus récemment, en 2016, les islamistes avaient abattu 148 personnes à l'université de Garissa, dans l'est du Kenya. La Cour pénale internationale décide de procéder à la remise en liberté de Laurent Gbagbo, président ivoirien, et Charles Brégoudé, ancien responsable de la jeunesse ivoirienne. La Chambre à la majorité a rejeté la requête des procureurs de maintenir l'ex-président ivoirien et l'ancien leader des jeunes patriotes en détention, Denis Ndaïkengurukiye, pour les détails. C'est ce mercredi que la CPI a procédé à la remise à liberté de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, et Charles Brégoudé, le leader des jeunes patriotes. La Cour a passé à l'écoute des arguments de ces deux parties. La Chambre, à la majorité, a rejeté la requête du procureur de maintenir l'ex-président et l'ancien leader des jeunes patriotes en détention. Pour le procureur, une remise à liberté reste une problématique car ces deux hommes peuvent fuir pour échapper à la justice. Et la libération pour ces derniers présente un risque de danger, notamment la déstabilisation du pays. Pour la défense, elle prônait toujours sa mise à liberté parce qu'il a été jugé innocent et doit donc être relâché. Du côté des victimes de 2011, il règne un climat de colère et de déception envers la CPI. Et enfin, à République démocratique du Congo, le candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, aurait obtenu plus de 60% de voix. C'est le contenu des documents qui ont été exploités par certains médias étrangers. Et ces derniers l'ont révélé ce mardi. Le point avec Thierry Biguinindavi. Ces données qui ont fuité vers le Financial Times
TV5 Monde et la Radio France Internationale RFI sont de deux origines différentes. Une partie attribuée à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, par l'intermédiaire d'un lanceur d'alerte, montrerait que Martin Fayulu a obtenu 59,4% des voix et concernerait 86% des suffrages exprimés. L'autre partie émane de l'Église catholique et donne Martin Fayulu gagnant à 62,1% des voix, ceci sur 43% des suffrages. Les médias concernés insistent sur la corrélation étroite entre ces résultats, mais ne cachent pas que les données présentées comme provenant de la CENI sont aussi passées par les mains des proches de Martin Fayulu. Cette fuite du document intervient alors que la Cour constitutionnelle a commencé à exprimer le recours déposé par Martin Fayulu qui exige un nouveau recomptage des voix. Selon les résultats provisoires de la CENI, Félix Tshisekedi Tshilombo a été déclaré vainqueur de la présidentielle avec 38,57% des suffrages exprimés. Martin Fayulu est arrivé deuxième avec 34,83% devant Emmanuel Ramazani Shadari qui a récolté 23,84% seulement. Dans le camp de Kabila et au sein de l'IDPS, le parti de Félix Tshisekedi Tshilombo, il rejette d'un revers de la main ces accusations qu'il considère comme une simple spéculation. Voilà, c'est par cette actualité internationale que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.